Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, version 2 parce que la version 1 vous ne la verrez pas parce que même si j'avais plus ou moins raison, comme vous l'avez pu le voir sur le titre, euh, l'État palestinien, mais des gens qui revendiquent ou qui reconnaissent l'État palestinien, des gens, des pays aussi. Et moi j'étais parti du principe, je dis mais comment tu veux reconnaître quelque chose qui n'existe pas? En réalité, j'étais un petit peu dans l'erreur. Parce que l'État palestinien, il existe. Mais il n'existe pas de la façon dont on pense, croit, euh, savoir sur ce qu'est un État. Pour la petite histoire, c'est en 1988 que la Palestine a déclaré son indépendance. Évidemment, au détriment d'Israël, et ça a engagé évidemment quelques conflits. Ça a engagé aussi des tentatives de processus par la communauté internationale, comme vous avez eu les accords de Washington, les accords d'Oslo, et il y avait, avant l'attaque du 7 octobre, des négociations pour un accord qu'on appelle l'accord d'Abraham. Un accord qui devait permettre de coordonner, ou tout du moins d'assouplir les relations entre les différentes nations de la région du Moyen-Orient, incluant évidemment l'Arabie Saoudite, entre autres. L'État palestinien, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est pas un État souverain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une souveraineté populaire, il n'y a pas une liberté, il n'y a pas une indépendance en particulier, c'est plus un État administratif. Et cet État administratif aujourd'hui, déjà il est divisé. Il est divisé par quoi? Par le fait que le territoire palestinien, le actuel territoire palestinien, c'est la Cisjordanie et la bande de Gaza. Et ces deux territoires sont dirigés par deux entités différentes. Vous avez le Fatah, avec Mahmoud Abbas, et le Hamas, dans la bande de Gaza. Donc, si ces deux structures sont officielles, même si elles sont antagonistes, même si elles n'ont pas les mêmes points de vue, les mêmes positions, d'où la raison pour laquelle elles sont plus ou moins en guerre, ce n'en est pas moins des organismes officiels, puisque je rappelle, le Hamas a été élu au Conseil de la Palestine à plus de 71%. Alors même si aujourd'hui on vous chante que c'est un groupe terroriste, mais ça n'en est pas moins une organisation reconnue et officielle. Donc ce qui veut dire que les gens qui disent nous reconnaissons l'État palestinien, finalement ils soutiennent les deux organismes officiels de cet État palestinien. Vous voyez un petit peu le... Alors évidemment, ça pose problème parce que finalement, la situation est situation complexe, situation difficile, puisque vous avez finalement des peuples qui aujourd'hui sont tiraillés par des gens qui ont le pouvoir et qui sont des gens représentatifs d'une idée, d'un concept radical et qui ne veut pas laisser une part à l'autre. Pourtant, des processus, il y en a eu. Mais ces mêmes processus ont été à un moment donné sabordés ou sabotés par ces groupes nationalistes. Ces groupes palestiniens qui ne veulent pas de partage et qui veulent récupérer toute la terre de Palestine et donc faire disparaître Israël. Et inversement, Israël, qui est aujourd'hui dirigé par des sionistes ultranationalistes qui veulent faire disparaître la Palestine et intégrer les territoires palestiniens au Grand Israël. Parce que la Cisjordanie, pareil, aujourd'hui, elle est grattée petit à petit par des processus de colonisation israélienne. Mais là où ça pose problème, c'est la communauté internationale. Cette même communauté internationale qui est prompte à condamner, sanctionner la Russie pour son attaque de l'Ukraine. Aujourd'hui, alors oui, on entend quelques petits propos par-ci là, on entend Biden dire oui, c'est pas bien, mais derrière on continue à financer et fournir de l'armement à l'État d'Israël.
Donc c'est pour ça que je vous dis que ces gens et ces pays qui vous parlent d'une reconnaissance de l'État palestinien, en réalité, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie parce que qui va aller aujourd'hui à l'ONU pour essayer d'engager un processus de reconnaissance d'une souveraineté palestinienne et de ce fait rendre Israël dans ses actions condamnable aux yeux de la communauté internationale, aux yeux du droit international. Alors oui, la Cour pénale internationale est en train de réfléchir si oui ou non elle va accepter la proposition de mandat d'arrêt contre Netanyahou. Vous avez la Cour internationale de justice qui a fait les gros yeux en disant il faut absolument que vous arrêtiez cette guerre. Puis ils n'ont pas arrêté puisque quelques jours après, ça a été la véritable boucherie à Rafah. Alors la question qui se pose, pour l'opinion, c'est voir tous ces gens manifester pour la Palestine, et encore plus aujourd'hui, puisqu'on vient d'apprendre que Netanyahou va avoir le micro chez TF1. Et d'ailleurs, c'est formidable, parce que sur les réseaux sociaux, évidemment, tout le monde remue la queue. Mais moi, j'ai envie de dire, mais dites-moi, est-ce qu'à tout hasard, TF1, qui est considéré comme le premier média, la première télévision en audience, est-ce qu'à tout hasard, la famille Bouygues n'aurait pas subi des pressions du Mossad pour ouvrir le micro à Netanyahou? Ça, il n'y a personne qui y pense. Pourquoi? Parce que ça serait remettre encore plus du factuel sur l'hégémonie, sur l'influence, sur l'interventionnisme sioniste sur l'Occident. Souvenons-nous, ça fait plus de 30 ans que des gens, des idéologues, des auteurs, des essayistes, nous ont prévenus. Mais dès qu'ils ont commencé à avoir un peu trop d'audience, on leur a craché dessus, on les a traités d'antisémites, on les a traînés devant les tribunaux, à tel point qu'aujourd'hui, vous en avez certains qui ont soulevé le couvercle de cette influence. Boris Le Goff, The Braise, qui est réfugié aujourd'hui au Japon. Hervé Ryssen, qui a été condamné, je crois, à 6 mois de prison ferme. Soral, réfugié aujourd'hui en Suisse. Dieudonné. Bon, attention, je ne dis pas qu'ils ont complètement raison sur la façon dont ils ont de présenter certains faits, de raconter certaines choses, etc. Je ne leur donne pas le bon Dieu sans confession, mais je dis simplement, c'est que de temps en temps, ils ont quand même mis en avant des évidences, mais des évidences que des chiens de garde médiatiques, politiques, juridiques ont fait en sorte de leur couper l'herbe sous le pied. Sauf qu'aujourd'hui, vous et moi, qui connaissons, qui savons, qui avons entendu certains de leurs propos, on se dit, mais finalement aujourd'hui, peut-être que dans l'opinion, il y a des gens qui se souviennent, peut-être lointains, de ce qui a pu être dit, mais qu'on leur a fait comprendre, et surtout, ne prenez pas parti, n'acceptez pas ces paroles, ne prenez pas comme argent comptant ces propos parce qu'ils sont racistes, parce qu'ils sont antisémites. Sauf que force est de constater qu'aujourd'hui, avec les événements, on va même aller plus loin dans la déliquescence même, dans la provocation. Zelensky sera présent aux commémorations du 80e anniversaire du 6 juin 1944. Ce même Zelensky, président de l'Ukraine, autorité d'une armée dans l'armée dans laquelle il y a le groupe Azov. Ce groupe Azov qui, même s'ils ont changé leur étendard pour être plus convenable, le problème c'est que le logo, le symbole, il est toujours là. C'est le même symbole inversé de la division d'Al-Reich qui a massacré les Français à Oradour-sur-Glane. Ceux qui vont aller à cette commémoration, même encore les rares vétérans, est-ce que pour eux c'est acceptable? C'est acceptable d'avoir un président d'un pays qui accepte dans son armée des gens qui sont des néo-nazis, qui ont des logos qui rappellent les heures sombres
de l'histoire française, de l'occupation allemande, de la SS. Évidemment qu'en France, il y a des manipulations. Alors, encore une fois, beaucoup de gens qui manifestent le font en leur âme et conscience, en leur humanisme, parce que c'est vrai que ce que fait Israël aujourd'hui dans la bande de Gaza est inadmissible. C'est disproportionné. Alors certains diront oui, mais c'est parce que le Hamas se planque derrière le peuple palestinien. Ben oui, mais alors vous imaginez si demain la France rentrait en guerre derrière l'Ukraine, qu'est-ce qu'elle va faire la France? Elle va faire comme Israël, c'est-à-dire que dès qu'on va savoir que dans une ville il va y avoir des Russes ou des Ukrainiens russophones, on va les considérer comme étant des ennemis, donc on va tout bombarder, on va tout pilonner. Là, je pense qu'à mon avis, l'opinion française, à bout d'un moment, va dire non, attendez, que vous soyez en guerre, que machin, mais les civils, les femmes, les enfants, n'ont pas à payer le prix de votre petite guerre. Sauf qu'aujourd'hui, nos politiciens sont le cul assis entre deux chaises. D'un côté, en effet, l'opinion des Français, pas forcément pro-israélienne, pas forcément pro-palestinienne, mais simplement humaniste, sensibilisée. Mais aujourd'hui, ces mêmes gens, parfois, certains d'entre eux sont peut-être instrumentalisés par la France insoumise, parce qu'elle sait que la France insoumise aux européennes, elle va se prendre une claque monumentale. Donc elle instrumentalise l'horreur de Gaza pour son profit. Sauf qu'une partie de l'opinion, je dirais même une majeure partie de l'opinion, elle est consciente. Elle est consciente que finalement, ce dont elle se doutait peut-être de ces milieux politiques, de ces politiciens, finalement aujourd'hui, tout est en train de s'afficher ouvertement. Les portes s'ouvrent, les fenêtres s'ouvrent sur des réalités, sur du factuel. Sur le fait que des gens qui vous font des sourires ultra bright, en réalité, n'en ont rien à foutre de vous. Ce qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Ou tout du moins un pseudo-pouvoir, commandité, instrumentalisé, adoubé par un système. C'est le cruel dilemme auquel les Américains vont être confrontés au mois de novembre. Soit se réengager 4 ans avec un bidon qui ne contrôle rien, puisqu'aujourd'hui les États-Unis sont gérés par l'État profond, c'est pas Biden qui gère le pays, ou re-signer 4 ans avec Trump. Trump qui nous fait des promesses, mais certaines d'entre elles, et puis en plus Trump, malgré ce que certains disent, qu'il est crétin, débile, etc., non, il n'est pas con. Il n'est pas con parce qu'il, regardez, pourquoi est-ce qu'il aurait déplacé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem? Si ce n'est qu'il sait pertinemment qu'aujourd'hui, il y a des pouvoirs de coulisses contre lesquels il n'a pas intérêt à se mettre à dos. Eh bien, c'est exactement la même chose qui est en train de se produire en France. Nos politiciens, même notre petit Macron, rappelez-vous, Macron a commencé à gravir les échelons chez les Rothschild. Ce sont les Rothschild qui ont proposé, qui ont présenté Macron, soutenu par M. Attali. Vous êtes toujours redevable d'une famille à laquelle vous avez fait partie. Donc attention, parce que ce conflit israélo-palestinien va peut-être permettre à certains d'accélérer un plan, d'accélérer le conflit intérieur, c'est-à-dire pousser les gens à commencer à s'entretuer, à s'entre-massacrer, à se taper dessus, pour créer une guerre civile. Tout comme aujourd'hui, les démocrates et les républicains sont conscients que si Donald Trump est condamné à de la prison, le sang va couler, obligatoirement. Et ça risque de monter crescendo. Et qui plus est, peut-être pousser cette fois-ci certains États à faire sécession.
Donc ne vous inquiétez pas, je pense que Donald Trump ne fera pas de tôle. On va le condamner à une grosse amende, à plusieurs centaines peut-être de millions de dollars. Mais il passera entre les travers des filets. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas se permettre de le foutre en tôle. Sinon, comme je vous le dis, il va y avoir des morts. Ben, c'est exactement pareil avec ce qui se passe en Europe. En Europe, vous êtes en train de voir exporter, alors à raison, sur le plan humaniste, sur le plan des sensibleries, sur le plan des droits de l'homme. Évidemment qu'il est ignoble de voir Israël bombarder des civils. Mais tout d'un coup, les Européens se rendent compte de quoi? Ils se rendent compte que cette fameuse communauté internationale qui était si prompte à condamner la Russie, à sanctionner la Russie, eh bien là, que dalle. Alors oui, il y a certains pays de l'Union européenne qui commencent à montrer les crocs en disant mais dites-moi l'Europe là, vous faites quoi là? La Commission européenne, la Van der Leyen. Plus les affaires du Covid, les mensonges, les questions d'argent, les big pharma. Et aujourd'hui encore plus avec les consortiums militaro-industriels et l'Ukraine. Parce que, soyons honnêtes, aujourd'hui la Russie, si elle prend Kharkiv, les Ukrainiens de toute façon aujourd'hui dans l'état ils sont plus capables d'affronter la Russie. Matériel, argent, oui, mais encore une fois, c'est comme je vous disais. Vous mettez qui derrière les commandes d'un avion F-16? Ah oui, la Belgique. 30 F-16 d'ici 2028. Alors, il y a des moments où je me dis, mais est-ce que c'est pas une histoire belge, justement? Parce que d'ici 2028, l'Ukraine, il n'y aura peut-être plus d'Ukraine, d'ailleurs. Ou il y aura un cessez-le-feu avec un traité. Donc les F-16, ils ne seront jamais envoyés en Ukraine. Enfin, plus ça va, plus vous êtes véritablement en face de gens qui jouent de l'apparat, qui font des belles paroles, des belles proses, etc., pour se donner l'illusion qu'ils sont d'un côté que de l'autre, mais en réalité, ils sont pieds et poings liés par une situation géopolitique, une réalité géopolitique, que malheureusement, il faut continuer à faire croire à la plèbe, faire croire à l'opinion. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, on sait qu'il y a des débuts de concertation, de négociation, pour à un moment donné trouver un cessez-le-feu en Ukraine. Parce que de toute façon, si Donald Trump n'est pas en tôle, il sera présent en novembre, et si il est réélu, encore une fois de plus, s'il n'y a pas fraude flagrante pour l'empêcher de se faire réélire, si Trump reprend la Maison-Blanche, il est évident que l'Ukraine, les ressources, elles vont être coupées. Quoique, Donald Trump a quand même certains amis qui dépendent, par leurs investissements, des groupes militaro-industriels. Mais bon, allez savoir. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet État palestinien qui en réalité n'en est pas un. Il en est un administrativement, mais déjà de toute façon complètement dévoyé par deux camps politiques qui sont en désaccord, qui sont complètement antagonistes, et dont l'un, si demain, si aujourd'hui des gens, nous reconnaissons l'État de Palestine, ça veut dire que vous reconnaissez donc le Hamas comme étant une organisation officielle au sein de l'organisme, au sein du système de l'État palestinien, si tant est qu'un État palestinien existe réellement sous une forme telle qu'on le conçoit. Ce qui n'est pas le cas. Parce que si c'était le cas, la communauté internationale aurait été obligée de faire valoir le droit international contre Israël. Donc en effet, Netanyahou va faire son petit discours à TF1. Mais encore une fois, est-ce que c'est de la liberté de TF1 ou est-ce qu'il y a eu des pressions sur la famille Bouygues?
Et je vais terminer par Rima Aman, qui nous a tweeté, Pélisson, je crois, c'est Pélisson, le PDG de TF1 n'a pas honte d'accepter de donner une tribune au boucher, blablabla, blablabla. Oui, sauf qu'encore une fois, petit Aman, Pélisson n'est plus PDG depuis 2023. Putain, mais avant de tweeter, est-ce que vous êtes con à ce point de ne pas vérifier avant de tweeter? Vous voyez, moi, je refais cette vidéo parce que la vidéo que j'avais faite à la base, il y a un moment donné, je me suis dit, je vais quand même vérifier certains points. Puis c'est trouvé que, en effet, dans mon propos, j'étais un petit peu dans le tort parce qu'il y a bien un État palestinien, mais pas un État palestinien souverain territorialement, souverain populairement, souverain au jeu du droit international. Cet État palestinien existe parce qu'il y a eu des accords entérinés par les États-Unis. Mais aujourd'hui, les États-Unis, pourquoi est-ce que les États-Unis ne font pas prévaloir le droit international auprès de l'ONU sur la raison ou le droit de l'État palestinien à se défendre? Sauf qu'il ne peut pas se défendre puisqu'il est désarmé. Il ne peut pas se défendre puisqu'il y a des territoires qui sont sous contrôle israélien. Il ne peut pas se défendre puisque l'autorité israélienne a toujours fait en sorte d'avoir un œil, d'avoir un bras armé sur les territoires palestiniens. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de souveraineté. Donc il n'y a pas d'État. Il y a juste une administration étatique, mais qui au final a beau faire des pieds et des mains pour essayer de sensibiliser la communauté internationale à la situation des Palestiniens, rien n'a été fait, rien n'a été décidé, aucune procédure, et même les procédures qui sont en cours aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, n'aboutiront nulle part. Parce qu'encore une fois, ne pas sous-estimer la capacité d'Israël, ne pas sous-estimer la capacité des sionistes, ne pas sous-estimer la capacité du Mossad, à avoir des leviers partout contre n'importe qui pourrait éventuellement menacer l'intérêt d'Israël de faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, c'est un fait. Sauf que ce fait, même ceux qui veulent défendre la Palestine vivent dans le déni. Dans le déni que ça fait de nombreuses décennies que c'est comme ça, plus particulièrement en France, parce qu'on a cultivé et que des politiciens et que le système dans la République ont été complices de ce phénomène de culpabilisation systématique par rapport à la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que je rappelle qu'aujourd'hui, en France, de souvenirs, on estime à peu près 13 millions le nombre de musulmans en France. C'est-à-dire tout confondu. Aussi bien les étrangers que les Français, que les plusieurs générations, etc. Alors que les Juifs en France, ils sont minoritaires. Deux poids, deux mesures. Ah oui, si demain on devait faire un choix culturel, un choix historique, un choix sociétal, il est évident qu'on a plus d'intérêt à aller vers les Juifs que vers les musulmans. Même si on est d'accord que la majorité des musulmans occidentalisés, libérés, voire apostats, auraient parfaitement le droit, eux aussi, d'exister, de revendiquer leur voix, leurs droits. Mais quand vous avez des gens qui aujourd'hui réclament au nom de l'Algérie que nous rendions ce qui a été volé à l'Algérie, que nous avons été les colonisateurs de l'Algérie, alors que l'Algérie a quand même été créée par la France en 1878, je crois. C'est la France qui a dessiné l'Algérie. Avant, il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'Algérie. Il y avait des califats, des régions. C'est formidable. Et que, pour plaisanter sur ce point-là, des gens de droite
On dit oui, d'accord, bah, si vous voulez récupérer, si vous réclamez qu'on vous redonne ce à quoi vous aurez soi-disant volé, etc., bah, vous allez reprendre aussi tous vos délinquants, tous vos criminels. Alors là, évidemment, oh, c'est du racisme, blablabla, etc. Mais encore une fois, tout ça fait partie d'un processus qui est calculé. Pourquoi? Tout simplement pour occuper l'opinion, pour détourner le regard de ce qui est en train de se passer à l'Union européenne, c'est-à-dire, je vous rappelle, hein, euh, la validation de la révision des traités, qui vont donner beaucoup plus de pouvoir, beaucoup plus de suprématie à l'Union européenne sur les États membres. Tout comme d'ailleurs, hein, le fameux traité de l'OMS, bah, ils n'ont pas réussi à convaincre. Hein, donc finalement, peut-être que ça va finir à la poubelle. Sauf évidemment s'ils finissent par passer par l'Union européenne, par la Commission européenne, pour imposer au Parlement ce fameux traité. C'est-à-dire que tous les pays membres, allez vous faire foutre, nous, on signe. Tout comme le fameux traité où il y a une loi sur protéger les LGBTQ+, etc. Il y a plusieurs pays qui ont voté non, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, la Slovaquie, etc. Oh, mon Dieu, mais tous ces pays alors sont homophobes. Tout part à volo, tout part en couille, comme dirait l'autre. Mais on n'a pas fini d'en parler. Et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, vive la République, même si aujourd'hui elle est morte.